Donc bonsoir à tous pour ce webinaire donc organisé par Fibois Loire en partenariat avec la Maison Passive France. On fait ce webinaire dans le cadre de la semaine Habiter Bois. Donc Habiter Bois, c'est un événement qui est organisé sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes par les interprofessions de la filière forêt-bois. Et l'idée, c'est à la fois d'avoir une semaine de portes ouvertes et de découverte de projets en bois, mais aussi des conférences et des webinaires de présentation autour de la thématique de la construction bois. Et on a choisi, nous, sur la Loire, de consacrer ce webinaire à la construction passive et à construction passive et bois, puisqu'on va le voir, c'est un duo qui va assez bien ensemble. Je laisse tout de suite la parole pour démarrer à Franck. Donc, on aura l'intervention ce soir de Franck Janin du bureau d'études Eliasol, mais qui représente aussi l'association La Maison Passive France. Ensuite, l'intervention de Julien Riva de l'atelier d'architecture Riva qui présentera des projets bois et passifs. Et enfin, Stéphane Mur qui est architecte aussi sur un projet de rénovation passive. Voilà, je laisse la main à Franck Janin. Bonjour. Donc, je ne sais pas, le micro doit être en route, tout doit être bon, sinon, vous me le dites. Donc, Franck Janin, je vais parler avec deux casquettes. La première, je suis au conseil d'administration de l'association La Maison Passive depuis une dizaine d'années. Et donc, à ce titre, la Maison Passive voulait présenter un tout petit peu ses activités. Et elle est partenaire de cet événement webinaire et partenaire depuis de longues années avec Fibois, notamment pour des formations CEPH ou PHPP. Donc, ces missions, on va les repasser, mais fédérer la filière, former les professionnels, garantir l'efficacité, que les bâtiments soient bien passifs et bons, faire un peu de R&D et diffuser l'information. La Maison Passive organise un salon chaque année qui s'appelle Passibat avec des exposants, des conférences, des remises de prix, donc les trophées du bâtiment passif. Bon, malheureusement, l'année dernière, il s'est fait à distance à cause des événements, mais sinon, il était avant en présence physique aux alentours de Paris, soit à la porte de Versailles, soit au parc Floral à Vincennes. Donc, dans Passibat, il y a le congrès, plus donc le congrès, ce sont des exposés en général plutôt techniques, et puis les nouveautés du passif. Et puis, il y avait les trophées. Et vous voyez à droite dans les trophées deux bâtiments qui sont dans la Loire, justement. La maison en pierre rénovée qui vous sera présentée tout à l'heure par Stéphane Mur. Et puis, le bâtiment blanc presque en bas à droite, qui est une rénovation passive aussi faite par l'atelier Riva, voilà, dans Saint-Étienne. La Maison Passive participe aussi à d'autres salons, le Forum Bois Construction. Vous voyez, donc la Maison Passive est tout à fait favorable au bois. Participe aussi au Salon des maires. Pour fédérer la filière, il y a un forum. Alors, il a été un petit peu en sommeil l'année dernière. Il vient de se réactiver. Voilà. Donc, le forum permet, avec différents collèges, des échanges, soit sur la technique, soit sur autre chose, et même des échanges régionaux. Voilà. Donc, je vous encourage, si vous êtes membre de l'association, de vous inscrire à ce forum et de l'utiliser. Alors, il y a aussi une grosse activité de formation, notamment la formation assez connue, concepteur européen de bâtiments passifs, qu'on appelle souvent CEPH, qui est une formation de 10 jours et qui donne droit, après un examen, donc à une certification, un diplôme pour les gens qui l'ont réussi. Il y a aussi des formations PHPP experts. Elles sont relancées depuis peu et elles sont programmées là sur la fin de l'année. Il y en a une sur les pompes thermiques, il y en a sur design
Il y en a aussi sur la partie artisan, voilà, qui est derrière. Il y a aussi des formations pour les décideurs. Il y a des formations spéciales pour les entreprises. Et puis, il y a un MOOC bâtiment passif gratuit si vous ne l'avez pas déjà suivi. Communiquer, il y a une newsletter pour tous les membres. Il y a aussi des webinaires. Il y a deux sortes de webinaires. Il y en a qui sont tout publics. Voilà, on a notamment fait un webinaire sur le confort d'été où il y avait 400 inscrits. Et puis, il y a des webinaires qui sont aussi réservés aux membres. Voilà. Justement, oui, vous voyez le webinaire grand public. Vous pouvez trouver, donc c'est moi qui l'animais avec Clément Castel d'Energélio, et vous pourrez trouver le replay sur le site web de la Maison Passive. Enfin, pour diffuser l'information, diffuser le savoir-faire, il y a un livre pour enfants, mais enfin que les adultes peuvent lire, hein, il est très bien fait. Et puis, vente de logiciels et tous les cahiers techniques. Alors attention, certains sont en allemand, anglais ou français. Tous ne sont pas traduits, mais ce sont des cahiers d'une 150-200 pages qui poussent vraiment en détail un point technique. Par exemple, il y en a un sur les cuisines professionnels dans les bâtiments passifs, il y en a un sur les ponts thermiques et ainsi de suite. Voilà. Enfin, sur le côté technique, il y a plusieurs groupes de travail qui ont abordé les sujets suivants. Donc, positionnement par rapport à la RE 2020, les différences par rapport au passif, préparer les webinaires, mettre à jour les données météo PHPP, c'est en cours, c'est déjà démarré et ça devrait être terminé d'ici 3 ou 4 mois. Voilà. Enfin, un nouveau projet que peut-être vous ne connaissez pas encore. Il y a une enquête nationale qui a été lancée par la Maison Passive sur les coûts de construction du passif et le RFCP, Réseau français de la construction paille, a relayé cet appel. Donc, je vous encourage, si vous avez des bâtiments passifs, à répondre à cette enquête dont les résultats seront publiés quand elle sera finie. Je n'ai pas la date. Voilà. Enfin, l'activité qui est connue à peu près par tout le monde, c'est la labellisation. Donc, pour garantir l'efficacité et le bon respect des règles du passif, vous pouvez faire labelliser votre bâtiment. Donc, il y a une labellisation bâtiment passif, une Enerfit qui est pour la rénovation. Et vous avez aussi des labellisations de composants, s'il y a des fabricants de fenêtres dans la région ou autre, et je sais que certains l'ont déjà fait. Vous avez des fabricants de fenêtres de la Loire qui ont fait labelliser leurs produits. Voilà. Donc, maintenant, je vais parler au titre de bureau d'études, donc bureau d'études Eliasol, et essayer de vous réexpliquer un tout petit peu les concepts du passif et ensuite voir est-ce que le passif peut se faire en bois ou pas, est-ce trop compliqué de faire des bâtiments passifs en ossature bois. Alors ça, c'est une phrase d'un Autrichien. Chauffer, c'est corriger les erreurs de construction. Alors, le passif n'est pas tout à fait ne pas chauffer du tout, mais disons qu'on a plutôt un appoint de chauffage. Donc là, je vous parle de ma maison passive en ossature bois et en paille, et j'ai à peu près 25 ou 26. Je n'ai pas chauffé du tout, rien que le soleil suffit à me chauffer. Donc, c'est probablement possible de faire du passif en bois. Eliasol, très rapidement, on est un tout petit bureau d'études, enfin on vient de s'agrandir, on est passé de 2 à 4, on est vraiment sur la région autour de Lyon, la Loire, le Rhône, moi dans le Jura et puis quelqu'un en Côte d'Or maintenant. On est bien sûr conseiller maison passive, on est aussi formateur et on est 2 à être labellisateurs, Jean-Luc Delpont et moi-même, et puis j'ai coécrit un livre sur l'isolation thermique et acoustique. Voilà. Alors, le bâtiment passif, pour moi, c'est plutôt un concept, le passif, que quelques règles. Donc, je ne voudrais pas dire c'est 15 kg X kWh par mètre carré, même si tout le monde attend le chiffre, alors je l'ai quand même mis. Mais la première chose, c'est que le passif part d'une réflexion sur la physique du bâtiment, sur les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur, sur les apports internes et solaires,
et essayer de trouver un équilibre entre tout ça, un équilibre qui soit économiquement viable. Voilà. Donc, les Suédois qui étaient à l'origine de ça, et puis les Allemands qui l'ont repris ensuite, ont trouvé que faire un bâtiment sans chauffage n'était peut-être pas le meilleur équilibre, parce que c'est très compliqué dans des zones où on peut avoir 2-3 semaines sans soleil, et Saint-Étienne, c'est possible. Donc, ils ont trouvé que le compromis en Allemagne ou dans la majorité de l'Europe, c'était finalement d'avoir un très faible besoin de chauffage, et que ce besoin de chauffage soit finalement qu'un appoint qu'on pourrait fournir par la ventilation double flux sans forcer le débit d'air ou le taux de renouvellement d'air. Voilà. Donc, en ventilant au minimum pour l'hygiène, qu'on estime à 30 mètres cubes heure par personne, on peut, en réchauffant l'air en sortie de double flux, apporter cette petite quantité de chaleur. Donc, c'est tout un concept physique au début, et ils sont arrivés ensuite à 10 watts par mètre carré ou à 15 kWh à cause de ce concept. Ce n'est pas un chiffre qui est sorti du chapeau. Voilà, c'est un calcul. Alors, qu'est-ce que ça représente, 15 kWh? Eh bien, si on estime, enfin, si on voit que 10 kWh, c'est 1 litre de fuel, 15 kWh, c'est 1,5 litre de fuel, ça fait 150 litres par an pour une maison de 100 mètres carrés. Ça veut dire que si vous avez une cuve de 3000 litres, vous la remplissez tous les 20 ans. Si vous êtes chauffé au bois, 15 kWh par 100 mètres carrés, ça fait 1500 kWh, ça fait un ster de bois. Donc, vous voyez qu'on est dans une autre catégorie, même plus bas que la RT 2012. Et vous avez bien l'équivalence entre soit cette consommation, soit cette puissance, parce qu'au départ, les bâtiments passifs ont bien été définis par rapport à la puissance. Et 10 watts par mètre carré, ça veut dire que dans une chambre, il faudrait, pour 10 mètres carrés, 100 watts. 100 watts, est-ce que vous allez trouver des convecteurs électriques qui fassent 100 watts? Non, ce n'est pas possible. Vous en trouverez en général à des 500, peut-être des 300 ou des 400, mais vous ne trouverez pas moins. Finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une lampe de 100 watts à incandescence? Mais ça n'existe plus, c'est maintenant interdit à la vente, mais finalement, ça suffirait à chauffer. Alors, je reconnais que la lampe, la nuit, ce n'est pas très pratique pour dormir. Mais donc, finalement, quand on dit que pour un logement de 100 mètres carrés, 10 watts par mètre carré, il faudrait que 1000 watts. Donc, il suffirait d'un radiateur pour chauffer tout un logement de 100 mètres carrés. Si on essaye de comparer à la base conso comme la RT 2012 ou la RE 2020, on s'aperçoit que sur la partie, alors je ne sais pas s'il faudrait que je mette le pointeur peut-être, voilà. Vous avez le passif à gauche, la basse consommation type RT 2012 et RE 2020 à droite, parce qu'il y a très peu de différence quand même entre la RT 2012 et la RE 2020. Sur la partie chauffage, on a quand même encore en passif à peu près la moitié des consommations en énergie finale de l'ART. Par contre, en eau chaude, on n'a pas tant de différence que ça. Et puis, sur la partie électricité spécifique, c'est dans un logement, le téléviseur, le frigo, la machine à laver, on s'aperçoit qu'en passif, cette partie électricité spécifique est finalement majoritaire. Le chauffage passe en deuxième ou même en troisième position après l'eau chaude. Voilà. Donc finalement, le chauffage n'est pas trop un problème en passif. Je dis pas trop un problème, ça le reste quand même parce que finalement on a des besoins très faibles, des puissances très faibles, mais si on veut vraiment baisser les coûts, il faut quand même se creuser la tête pour pas mettre un radiateur de 1000 watts dans chaque pièce. Voilà, donc c'est pas toujours si simple, mais Julien vous parlera tout à l'heure d'un projet où finalement, il y a un seul radiateur qui fait l'appoint pour toute la maison et qui fonctionne bien. Voilà en gros un bilan thermique. Donc là, je suis juste sur la partie chauffage. J'ai enlevé l'eau chaude, l'électricité spécifique. Et c'est assez typique
comment dire, d'un bilan thermique de bâtiments passifs, où vous voyez ici les déperditions par les fenêtres, triple vitrage, et là vous avez les apports solaires utiles, donc les apports solaires qui servent à chauffer moins, donc principalement de novembre à mars, ils sont supérieurs en général aux pertes. Donc, ça veut dire que le soleil permet de chauffer et est même la principale source de chauffage. Vous voyez dans cette barre de droite, donc nous avons 20 kWh par an et par mètre carré d'apport solaire. On a à peu près 10 qui sont les apports internes, donc les personnes, le frigo qui chauffe, la cafetière, la machine à laver, et puis le chauffage qui est inférieur à 15, ici dans notre cas 12. Donc le chauffage n'est que la deuxième ou troisième source d'apport, les autres étant gratuits, que ce soit les apports internes ou solaires. On voit ici des parois très isolées avec donc des pertes faibles. On voit aussi après les pertes par la ventilation qui est, moi j'ai pris des exemples sur Rhône-Alpes et sur Saint-Étienne, donc c'est forcément une double flux dans ces régions-là. Et puis les infiltrations aussi qui ont été énormément soignées. Si on avait un bilan, si on faisait un bilan d'une maison RT 2012, au lieu de 45, on monterait à peu près à 80. Voilà, on serait beaucoup plus haut. Le passif existe depuis 1990. Ici, je vous l'ai mis le seuil qui était défini pour le passif. Alors, je n'ai pas mis les 15 kWh parce qu'on a mis un équivalent de la réglementation thermique qui correspondrait aux 15 kWh de chauffage, plus 15 d'eau chaude, plus les auxiliaires, donc à peu près 40. Mais on voit que ce seuil que le passif avait défini en 1990 comme étant optimal n'a pas bougé, parce que la physique n'a pas bougé depuis 30 ans. L'air ne transporte pas plus d'énergie maintenant qu'en 1990. Voilà, il n'y a pas d'inflation là-dessus. Par contre, on voit que la réglementation est passée, elle, de 200, donc elle était très loin du passif, et elle s'en rapproche quand même. J'aurais peut-être pu baisser encore de 10 ou 20% la RE 2020 par rapport à la RT 2012, mais c'est vrai que je l'ai fait il y a 2 ans, on n'avait pas toutes les infos. Voilà, donc on voit que le passif fonctionne depuis 30 ans. Il y a plus de 5000 bâtiments labellisés, il y en a plus de 300 en France, 400. Et pourquoi attendre? Parce que faire un bâtiment, quand on fait un bâtiment maintenant, ce bâtiment, il va probablement rester utilisé pendant 50 à 100 ans. Enfin, on l'espère, sinon ce n'est pas durable, peut-être même plus de 100 ans. Donc, construire maintenant des bâtiments RE 2020 ou RT 2012, c'est quand même dommage parce qu'ils seront ceux qui sont RT 2012 seront démodés le 2 janvier et ceux qui sont RE 2020 seront démodés en 2025 alors qu'ils vont durer peut-être jusqu'en 2125 ou 2100. Voilà. Donc pour moi, construire des bâtiments, comment dire, ce ne sont plus des passoires quand même, mais qui ne sont pas au meilleur niveau de performance et qu'on va traîner comme des boulets pendant des années, c'est quand même dommage. Si on compare un tout petit peu le passif par rapport à la RT, donc je disais le passif, c'est bien une méthode de conception qui est basée sur un concept physique, et moi j'envisage plutôt la RT ou la RE comme un garde-fou. C'est-à-dire on n'a pas le droit de faire moins bien. Voilà, ça devrait garder que les fous d'ailleurs. Un truc auquel vous n'êtes peut-être jamais amusé, mais si vous calculez une maison, prenons une maison individuelle, pas mal isolée, hein, puisqu'elle a quand même presque passive, avec un BBO qui est la moitié un BBO, mettons à Saint-Étienne de 34, qui est la moitié du BBO max autorisé. Si on met la même maison, non pas à Saint-Étienne, mais à Perpignan, avec la même isolation, elle est toujours conforme. Là, ce sont le BBO. Vous avez 14 de BBO pour 34 d'autorisé, avec à peu près la même marge. Hein, vous êtes à peu près à la moitié. Si maintenant vous la mettez en haut du Mont Blanc, sans l'isoler plus, elle est toujours conforme. Elle consomme beaucoup, mais on vous donne droit à beaucoup plus. Et pareil pour le CEP. Donc,
on nous avait présenté la RT 2012 comme bioclimatique. Pour moi, c'est la négation du bioclimatisme que de ne pas adapter l'isolation au lieu où on construit. Voilà, parce que finalement, on peut construire la même maison à Perpignan en haut du Mont Blanc et être conforme de la même façon pour la RT. En passif, si vous faites votre maison pour être passive à Saint-Étienne, à 15 kWh, 30 secondes. Si vous la faites en passif pour être à 15 kWh à Saint-Étienne, elle va être à 4 kWh à Perpignan et elle sera à 35 en haut du Mont Blanc et elle sera non passive. Donc, vous devrez isoler plus en haut du Mont Blanc. Moi, ça me paraît logique d'isoler plus en haut du Mont Blanc qu'à Perpignan. Mais tout le monde n'a peut-être pas le même avis. Voilà. Alors, la question est le bois. Peut-on faire du passif en bois? Comment dire, c'est difficile de répondre pour moi à cette question parce que nous, on fait presque tous nos projets en bois et on se demande bien pourquoi on ne les ferait pas en bois. Donc, pour moi, c'est évident que le passif se fait très, très bien en bois et c'est même plus facile à faire en bois. Alors, vous direz, on n'est pas les seuls, mais si on prend les 366, j'ai regardé sur la base de données ce matin, sur les 366 bâtiments documentés dans la base de données française des bâtiments passifs, il y en a 167 en bois et 73 qui sont mixtes. Donc, finalement, on a une majorité dans les bâtiments passifs de bâtiments qui utilisent du bois, qui soient mixtes ou entièrement bois. Donc, pour moi, la réponse, elle est évidente. Le passif se fait très, très bien en bois et même mieux en bois. Alors, le principal avantage, où il est surtout sur la partie pont thermique et surtout pour le pont thermique mur plancher bas, parce que si vous êtes en isolation extérieure et que vous êtes oui, en isolation extérieure, parce que l'isolation intérieure est quand même très problématique en passif. Vu les épaisseurs d'isolant, on a quasiment tout le temps des problèmes de point de rosée, sauf astuce ou voilà. Donc, si je me mets en isolation extérieure, le jeu de dedans, ici, on voit que par le béton ou la maçonnerie qui est dessinée en vert, je vais avoir un pont thermique important. Si je me mets dans ce schéma où je mets mon isolant qui est orange au-dessus, j'ai à peu près le même pont thermique, ça communique par le béton. Alors vous me direz, on a des rupteurs, il y a des solutions pour essayer de casser ici un petit peu le pont thermique. J'y reviens plus tard. Si maintenant, la seule solution finalement qui marche en maçonnerie, c'est d'être sur radier et d'arriver à isoler sous la dalle. Mais ça, c'est quand même relativement délicat. Déjà, ça suppose des sols qui soient suffisamment porteurs. Et maintenant, j'en viens au cas de l'ossature bois à droite, où là, finalement, c'est relativement naturel et vous n'avez absolument pas de pont thermique. Votre ossature bois, vous la mettez sur une ossature en béton, mais on aurait aussi pu mettre un plancher bois. Voilà, ou des pilotis. En fait, l'ossature bois, finalement, résout ce problème. Elle résout aussi le problème des ponts thermiques, bien sûr, d'accrotaires, et aussi les planchers intermédiaires. Donc, ça donne un très, très gros avantage sur les ponts thermiques. Et donc, pour terminer, voilà, on tient donc, sur une configuration un peu standard. On peut avoir des psys en watts par mètre et par degré qui même sont quasiment dépassent le garde-fou de la RT 2012. Et avec ça, il est absolument impossible d'être passif. En utilisant des rupteurs ou des solutions un peu spéciales, on peut y arriver. Mais finalement, la solution maçonnerie sur radier ou de toute façon l'ossature bois sont parfaites. Et donc l'ossature bois marche très très bien. Voilà, j'ai juste zoomé sur le pont thermique. Et je ne vois pas tellement d'inconvénients à l'ossature bois. On peut de temps en temps, si on a besoin d'inertie, avoir besoin de rajouter. C'est vraiment la seule chose qui m'est venue à l'esprit. Voilà, donc pour moi, il n'y a vraiment aucun problème et la majorité des bâtiments passifs sont en bois, donc aucun problème, continuez sur le bois. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je serai dispo tout à l'heure pour les questions. Alors, attendez, je vais arrêter le partage pour que les suivants. Merci Franck. On va passer à la présentation de Julien Riva
Et avec un peu de chance, j'ai même pas débordé le temps. Non, c'est parfait. Merci. Arrêtez. Ça y est, je vous relaisse et je coupe mon micro. Bonjour à tous, je lance. Hop, est-ce que vous voyez le bon écran? Oui? C'est bon, Julien, merci. Ah, parfait. Merci Franck. Donc, Julien Rivas, je suis architecte à Saint-Étienne. Je suis également diplômé CEPH et adhérent de la Maison Passive France, l'association que présentait Franck tout à l'heure. L'opération que je vais vous présenter, les Jardins Clémenceau, justement, c'est une réalisation donc, de l'atelier d'architecture Riva en collaboration avec Eliasol pour les calculs thermiques et la labellisation Passive House. La particularité de cette opération, c'est qu'on a eu pas mal de casquettes, puisqu'on a été à la fois promoteur, architecte, économiste, commercialisateur de cette opération. On va dire que on était convaincu de longue date par la construction passive. Effectivement, la meilleure énergie pour nous est celle que l'on ne consomme pas, et le passif nous semble complètement en adéquation avec ces valeurs. La ville de Saint-Étienne lançait un appel promoteur-architecte pour construire des maisons, si possible passive house, sur un terrain qui n'était pas très loin de l'agence. Donc, on a fait le tour des promoteurs locaux et compte tenu du contexte économique et du logement neuf à Saint-Étienne, aucun ne voulait se lancer en passif. Donc, on était un peu déçus et on a fait le choix, par conviction, de porter nous-mêmes l'opération. Donc, cette opération, elle se situe dans le quartier de Beaulieu. Donc, ce n'est pas de l'hypercentre, mais ça reste un contexte urbain. C'est le point rouge que vous voyez ici. La particularité, c'est qu'on l'a faite en 2 phases. La première, phase 1, c'est 13 maisons qu'on a livrées en 2017. Et la phase 2, ici, c'est 5 maisons supplémentaires qu'on a livrées en 2019. Pourquoi en 2 phases? En fait, c'était simplement que le terrain n'était pas disponible en même temps. C'est-à-dire que la phase 1 était disponible tout de suite. La phase 2, il y avait une école primaire désaffectée, association, et donc le terrain n'était pas disponible tout de suite. On n'avait aucune expérience de la promotion immobilière. La seule chose qui guidait notre volonté, c'était de faire une opération passive house labellisée pour en faire quelque part un peu un démonstrateur. Que ça soit à la fois une vitrine pour notre agence, mais également pour faire connaître un peu plus du grand public le confort et la performance des bâtiments passifs, puisque, à ma connaissance, dans la Loire, il n'y avait encore jamais eu de construction passive en VFA, c'est-à-dire en vente en état futur d'achèvement. Si quelqu'un voulait se faire une maison passive, il fallait qu'il ait un terrain, qu'il aille voir un architecte, mais aucun promoteur ne s'était lancé. Donc, cette première opération, la phase 1, s'est très bien passée. La particularité, c'est qu'effectivement, on a eu la chance d'avoir 100% de pré-commercialisation. Donc, on a très bien vendu, on a essayé d'être compétitif. On avait la chance, il est vrai, d'être dans un secteur en rue. Et donc, les acquéreurs bénéficiaient d'une TVA à taux réduit, car c'est un quartier ce qu'on appelle en renouvellement. On n'était pas très loin d'anciennes cités. Et donc, ça ouvrait droit à cette aide à l'achat. On a essayé de faire des constructions qui soient assez agréables à vivre. Donc, vous voyez, des doubles hauteurs sur le séjour, des constructions assez qualitatives avec des menuiseries bois aluminium, des faux plafonds, vous voyez dans le séjour, en lame de bois ajourée. Voilà quelque chose de plutôt, on va dire, cossu. Évidemment, comme l'a dit Franck, des VMC double flux, parce qu'avec le climat de Saint-Étienne, pour être passif, on n'a pas encore trouvé d'alternative. Des menuiseries à triple vitrage et une isolation et un traitement des ponts thermiques qui soient exhaustifs.
Par contre, la structure, effectivement, on a fait le choix sur cette première phase d'avoir une structure béton. On voulait, déjà qu'on allait présenter des maisons sans chauffage, ou quasiment sans chauffage, on ne voulait pas non plus faire trop peur à nos acquéreurs. Comme vous le disiez Franck tout à l'heure, vous voyez sur la photo, ici, il y a un convecteur. Il fait 1500 watts, celui-ci. Et c'est l'unique convecteur pour chauffer toute la maison. Donc, on a un seul radiateur. Ce qui est assez particulier quand on a une enveloppe passive, c'est que la chaleur se répartit de manière très homogène. On a un volume, une enveloppe chaude, qui est très peu déperditive. Du coup, la chaleur se répartit de manière homogène dans les chambres, au nord et au sud, et finalement, les cloisons arrêtent très peu la migration de chaleur, et c'est-à-dire que quand bien même on n'a qu'un seul émetteur ici, on a fait des suivis de température, il n'y a jamais beaucoup plus de 2 degrés d'écart entre un séjour, par exemple, qui va être à 22 et une chambre à 20 degrés. Donc, c'est assez homogène. Pour la petite histoire, ce radiateur, au bout de quelques mois, plusieurs acquéreurs l'ont déposé en se disant bah, on s'en est jamais servi, donc il ne sert à rien. Alors cet hiver, il y en a qui l'ont remis parce qu'on a eu, pas un hiver très froid, mais on a eu 3 semaines sans soleil et il a fallu remettre cet appoint en janvier cette année. Voilà toujours sur les aménagements intérieurs. Une particularité, c'est qu'un bâtiment passif, c'est un bâtiment qui est très confortable en hiver du fait de l'absence de parois froides, mais c'est aussi un bâtiment qui est très confortable en été. On y reviendra en comparant la phase 1 et la phase 2. Simplement, pour qu'il soit confortable en été, il faut qu'il soit bien conçu. Parce qu'un bâtiment qui sait se protéger du froid en hiver, il sait aussi se protéger du chaud. De point de vue enveloppe, à condition toutefois qu'on puisse limiter les apports solaires non désirés, puisque les apports solaires, quelque part, c'est le chauffage de la maison. Il faut imaginer que le rayonnement solaire donne à peu près une valeur, quand dans une belle journée ensoleillée, entre 700 et 1000 watts par mètre carré, traverse sur ces 700 à 1000 watts de rayonnement, on en a la moitié à peu près qui traverse une paroi vitrée. Donc, on peut partir sur une valeur de 300-400 watts qui traverse un mur rideau comme ici de 5 mètres par 3, 15 mètres carrés. On comprend qu'on a un apport solaire qui est bien supérieur au petit chauffage de 1500 watts. Donc en hiver, c'est très confortable et ça peut permettre d'avoir, alors qu'il y a de la neige dehors, 23, 24 et de laisser dériver un peu sa maison parce que ça peut être agréable. En été, ça peut être catastrophique. Donc pour ce faire, on a des brises soleil fixes. Vous en voyez un ici derrière la fenêtre. Il y a également des grandes casquettes en débord de toiture au sud. Et puis on a des brises soleil orientables qui permettent de contrôler ces apports solaires non désirés en été. Une fois qu'on a eu livré cette opération, la première opération, la phase 1, où on avait une construction béton, ça nous a laissé un goût un petit peu, pas amer, mais en tout cas, on s'est dit qu'on avait fait la moitié du travail. Parce que si la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas, c'est dommage de faire un bâtiment, une construction qui, pendant son exploitation, ne consomme effectivement pas d'énergie, mais qui est consommé beaucoup d'énergie grise durant sa phase de conception. Les bâtiments passifs qu'on avait fait auparavant étaient, comme l'a dit Franck, majoritairement en bois et avec des isolants biosourcés. Ici, on n'avait pas voulu prendre de risques en ne faisant pas peur à nos futurs acquéreurs. Sur la phase 2, on s'est dit, là, on va tâcher d'être exemplaire et d'appliquer un des deuxièmes dogmes de l'agence, c'est le bon matériau au bon endroit, et puis que le meilleur matériau peut avoir plusieurs vies. Donc sur la phase 2, on a changé de parti pris constructif et on a décidé de construire des maisons qui sont strictement identiques. On pourrait les qualifier de maisons clones d'un point de vue aspect extérieur une fois la maison terminée. Néanmoins, ces maisons sont en structure bois-paille. Donc la paille, ça peut prêter à sourire,
parce que tout le monde a en tête les trois petits cochons avec la maison en briques, la maison en bois et la maison en paille. La maison en paille, c'est celle qui tient le moins longtemps, hein, de mémoire, c'est celle du premier petit cochon. Là, effectivement, on a fait ce choix et la paille, c'est vraiment un matériau qui présente, qui est très intéressant et qui présente des caractéristiques très pertinentes pour la construction. Alors tout d'abord, la paille, c'est un sous-produit de l'agriculture. Donc c'est plutôt bien parce que quelque part, ce matériau ne sert pas à nourrir les animaux. Les animaux, ils mangent du fourrage, mais pas de la paille. La paille, ça peut servir pour la litière. Dans ce sous-produit de l'agriculture, parfois on le laisse méthaniser dans les champs. Sinon, il peut être utilisé comme combustible dans des incinérateurs ou alors revendu sur le marché de la paille pour des régions qui sont déficitaires en litière. Donc, on trouvait ça plutôt pertinent, surtout c'est bien sûr de la paille locale. Suite à cette opération, il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire de la construction en paille qui venait d'Europe de l'Est. Alors, j'ai rien contre la paille d'Europe de l'Est, mais la paille d'Europe de l'Est, il faut l'utiliser en Europe de l'Est. Parce que si c'est pour faire des kilomètres à cette paille, on comprend bien qu'on va carboner celle-ci et ce n'est absolument pas le but. Et donc, la paille, c'est également un bon isolant. Alors, elle a une particularité, on y reviendra, c'est que comme ce n'est pas un produit industriel, sa valeur lambda est légèrement dégradée parce qu'on est parti dans les règles de construction paille sur les différentes qualités de paille qu'on pouvait avoir. Et donc, on a pris un lambda, on va appeler ça un lambda très prudent. Donc, on sait que quand on utilise de la paille et quand on la passe au calcul, on a des valeurs qui sont généralement pessimistes et donc en deçà des performances réelles de la paille. Et ça se vérifie dans le monitoring des maisons qu'on a utilisées. Autre avantage de la paille, c'est que c'est du chantier en filière sèche avec une préfabrication hors site. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots barbares? Ça veut dire que pendant qu'on est en train de faire la dalle ici, la dalle béton qui va recevoir les fondations, le radier, le charpentier, en l'occurrence ici, l'entreprise Bâti Nature, était en train de construire ses murs en atelier. Donc c'est bien parce que ça permet d'avoir un bon confort de travail pour les compagnons. Ça permet également à ceux-ci de travailler dans des conditions en dehors des intempéries, en dehors du froid l'hiver, et avec une grande qualité, une grande précision d'exécution. Ensuite, les panneaux préfabriqués bois-paille arrivent sur chantier et sont assemblés, vous voyez ici, toute hauteur, on pose des panneaux de 6 mètres de haut. Une maison était assemblée en 24 heures. Ici, c'est une maison mitoyenne, donc il fallait 2 jours pour monter l'ensemble des murs périphériques. C'est extrêmement rapide. À tel point d'ailleurs, en anecdote, le menuisier de l'opération qui posait les menuiseries extérieures n'avait pas anticipé la tenue de ce planning qui avait été annoncé, mais il pensait que ce n'était pas réaliste et donc on s'est rapidement retrouvé dépassé par la cadence de pose des ossatures en bois paille. Et il a fallu attendre quelques jours que nos menuiseries arrivent. On aurait pu d'ailleurs les insérer en atelier. Ici, on n'avait pas fait ce choix-là parce qu'on avait fait le choix de reprendre les mêmes entreprises que sur la phase 1, dont on était relativement satisfait. Donc voilà, ici, vous voyez les 2 photos qui indiquent le premier jour avant que les murs en bois paille ne soient posés, et 24 heures après, on voit l'ensemble des murs posés. Alors, ce qui est un petit peu frustrant, c'est qu'effectivement, sur les chantiers bois paille, la paille ne craint pas le feu, contrairement aux idées reçues, elle se consume assez mal parce qu'il n'y a pas d'air. Ce qu'elle craint, la paille, ce n'est pas les rongeurs non plus, mais c'est l'humidité. Donc, elle arrive dans des caissons qu'on pourrait identifier un petit peu comme des sarcophages, j'aime pas bien ce terme, mais et donc on ne voit pas la paille sur le chantier. Ça, c'est un petit peu frustrant, mais voilà, c'est comme ça.
Je vous fais grâce des détails parce que je pense que je suis un petit peu long, mais comme l'a précisé Franck, ça permet d'avoir une excellente maîtrise des ponts thermiques. Là, c'est une coupe sur un châssis. Particularité, je disais le bon matériau au bon endroit. Le bon matériau peut avoir aussi plusieurs vies. Ici, on est sur un isolant au niveau du radier en verre recyclé, donc qui permet d'éviter d'avoir le pont thermique au niveau du sol et de la dalle. Une approche économique, alors attention, sur ces chiffres, on voit qu'il y a presque 300 € d'écart entre la phase 1 et la phase 2. Ce chiffre est à nuancer fortement. Vous voyez que sur le second heure, il y a eu 13 € d'inflation entre la phase 1 et la phase 2. Les lots techniques, 16 € également. Et sur le clos couvert, on avait également un génie civil et une topographie qui pénalisait la phase 2. Donc, le surcoût de la paille existe, mais il est plus faible que ce qu'on voit là. Et d'après nous, on l'identifie autour de 10%. À nuancer également avec la rapidité d'exécution qui fait que typiquement sur un chantier de promotion immobilière, ça permet de porter l'opération moins longtemps. Là, on avait la chance que comme la phase 1, la phase 2 était entièrement commercialisée au démarrage de l'opération, ce qui était plutôt très favorable. En simplement conclusion sur cette opération, la construction passive comme la construction bois-paille n'ont pas du tout été un frein à la commercialisation, bien au contraire, les deux opérations se sont bien vendues et les gens n'ont pas eu peur de la construction bois-paille. Effectivement, pour reprendre une phrase de Franck Janin qui m'avait fait sourire, aujourd'hui, il vaut mieux avoir peur de la facture énergétique que du loup dans une maison en paille. Donc, effectivement, ça n'a pas du tout été un frein. Vous voyez également que la première, là, sur cette photo-là, c'est la phase 1, donc béton et polystyrène. Sur cette photo-ci, c'est les clones en bois paille. On voit que c'est strictement les mêmes maisons. Aujourd'hui, on a fait un monitoring en thermique d'hiver et confort d'été de ces maisons. Ce qui est frappant, c'est que les maisons en paille surperforment les performances attendues. Alors pourquoi? Certainement parce qu'elles ont des valeurs d'isolation au PHPP qui sont un petit peu moins bien prises, moins bien valorisées. C'est lié au lambda de la paille qui est un peu plus faible que sa performance réelle. Et étonnamment, elle se comporte aussi extrêmement bien en thermique d'été. Le confort d'été, souvent, qui peut être reproché à la construction bois, ici, ce n'est absolument pas le cas. Alors, plusieurs explications à cela. Certes, c'est des maisons clones, mais l'environnement n'est pas tout à fait le même. Elles sont un tout petit peu plus ombragées que les maisons de la phase 1, donc ça peut être plus favorable. Et puis, on a imaginé aussi que, comme on a un tout petit peu moins d'inertie, on se rend plus vite compte si on a fait une erreur comportementale, très concrètement, qu'on n'a pas baissé son brise-soleil alors qu'il fait chaud dehors, et donc peut-être qu'on réagit plus vite. En tout cas, ces maisons sont jugées, que ce soit la phase 1 ou la phase 2, beaucoup plus confortables en période caniculaire. Pour vous donner une idée, sur les 2 derniers étés, les maisons n'ont jamais dépassé les 26 degrés en période chaude, ce qui est plutôt, en semaine de canicule, ce qui est plutôt très satisfaisant. Alors, simplement, pour les perspectives, aujourd'hui, on a d'autres constructions passives en bois paille. Donc, on a quelques logements collectifs à Noir-Étable, une opération bois-paille passive en cours, parce qu'effectivement, le bois est un matériau qui se prête particulièrement bien à la construction passive, qui est effectivement un de nos leitmotivs à l'agence. Dans les autres opérations, comme source d'inspiration, on s'inspire de ceci. C'est un jouet qu'on avait quand on était petit. Et notre prochaine opération bois, paille également et passive à hausse, c'est 14 logements intermédiaires au Parc de l'Europe. On va essayer d'innover un peu plus en
quelque part, essayant de se projeter. Franck expliquait tout à l'heure que ce qui était intéressant dans le passif, c'est on se basait sur la physique du bâtiment. Et effectivement, c'est quelque chose de, pour moi, radicalement différent de ne pas partir sur quelque chose d'administratif, mais de physique. Sur cette construction-là, on a imaginé ce que pourraient être les contraintes climatiques, les contraintes environnementales et l'épuisement des ressources dans les décennies à venir. Et en fait, on a essayé d'écrire une réglementation environnementale 2050, ou en tout cas de voir pour construire au maximum avec des matériaux biosourcés, géosourcés, des matériaux de réemploi et d'avoir une approche qui ait une empreinte environnementale le plus réduite possible. Voilà. Je serai disponible tout à l'heure, comme Franck, pour répondre à vos questions et je cède la parole à Stéphane. Merci Julien pour cette présentation et on passe effectivement à la dernière présentation de Stéphane. Bonjour à tous. Donc, ravi d'être présent pour cette présentation. Moi, je suis architecte aussi, comme Julien Riva, sur Saint-Étienne et diplômé CEPH. Et donc, là, je vais vous présenter un projet en rénovation qui a été labellisé passif. Donc, comme le disait Franck au tout début, on est sur le label Enerfit, qui est propre à des bâtiments rénovés. Donc, on est en termes de, par rapport au sujet maison passive et bois. Ici, on est sur c'est une ancienne grange en pierre. Et donc, par contre, on a utilisé du bois à l'intérieur en guise d'ossature, on va dire secondaire. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, si je partage ça, tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. OK. Donc voilà, c'est un projet que j'ai fait. Donc c'est dans le Rhône. C'est du côté de l'Arbrel, plus exactement à Saint-Bel. Et c'est un projet que j'ai fait en partenariat avec Bianco. Donc c'est Clément Daval qui est thermicien. Et moi, dans ce projet, je me suis occupé de l'avant-projet jusqu'au permis de construire. Et puis après, Bianco s'est chargé de la mise au point, des calculs thermiques et du pilotage du chantier. Donc ça, c'est le bâtiment avant les travaux. Donc on a deux parties, en fait, c'est un ensemble qui a été divisé en deux. Et la partie qui m'a concernée, c'était celle-ci, c'est l'ancienne grange, et ça, c'est l'ancienne habitation qui est attenante. Donc ça fait un bâtiment en L, et puis là, donc c'est d'autres propriétaires. Du coup, on avait un peu un challenge, c'est de transformer cette grange déjà en habitation, et puis en habitation passive. Et en fait, c'était pas si simple parce que on a là l'angle que vous voyez, il est orienté sud, mais ici on a toute une partie qui est contre ce bâtiment. Derrière, on est au nord-est, au nord-ouest, pardon, et puis on a une voie ferrée. Et là, de ce côté, on est en limite de propriété. Donc c'est ce qu'on voit ici sur ce plan d'implantation. On a la limite de propriété qui est là en pointillé. Et en fait, là, comme on est en limite, ça veut dire qu'on ne peut pas créer de fenêtres, là non plus. Et dans le passif, comme on cherche à créer des fenêtres sur le côté sud, en fait, il fallait miser à fond sur cet angle. Donc ça, c'est le programme de départ. Donc c'est une maison, on va dire, tout à fait classique, un petit peu grande. On arrive à peu près 160 mètres carrés. On a un séjour cuisine, une chambre, une sorte de suite parentale en bas, et puis 3 chambres à l'étage, des salles d'eau, etc. La particularité qu'on a, c'est un moonboard. Donc ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais moi non plus, je ne savais pas, j'ai découvert. C'est un mur d'escalade, donc un espace voilà, avec un mur d'escalade en kit, parce que mes clients étaient tous les deux fans de ça. Et puis, on a une salle des fêtes. Donc là, si je reviens sur l'image du début, c'est toute la partie d'en bas qu'on n'a pas touché dans le projet, qui est destinée à être plus tard une grande salle annexe. Donc, le principe de départ dans ce projet, ça a été de se dire, on a des jolis murs en pierre à l'extérieur, on voudrait les garder. Et la difficulté, c'est que dans le passif, Franck l'a dit tout à l'heure, il faut isoler par l'extérieur.
Et là, en fait, on ne pouvait pas, parce qu'en plus, on était dans le périmètre d'un château qui est classé monument historique. Donc, les architectes des bâtiments de France, les ABF, ne voulaient pas qu'on isole par l'extérieur, et nous non plus d'ailleurs. Donc, on a isolé par l'intérieur et on y est arrivé parce que comme c'est une grange qui était toute vide, bah, en fait, on a créé une deuxième peau à l'intérieur qui avait une continuité entre les murs, le sol et la toiture. On avait une bonne continuité. Les seuls ponts thermiques qu'on a eus, c'est au niveau des jonctions avec les fermes, entre la ferme et le mur. Là, on avait à la fois des difficultés de pont thermique et à la fois des difficultés d'étanchéité à l'air, parce que pour gérer l'étanchéité autour d'un bois qui est difforme, qui a des fentes, c'était un petit peu compliqué. Donc ça, c'est les premiers plans, les premiers dessins du projet qui sont vraiment restés sur ce principe. Donc on a choisi ici de créer de grandes ouvertures. Donc celle-ci et celle-là, c'est des ouvertures existantes. Et nous, on a créé une ici, une là et une là. Donc au début, on était parti sur une grande ouverture d'angle et finalement, le projet a un petit peu évolué. On n'est pas resté là-dessus. Et en fait, on a essayé de créer des ouvertures assez hautes dans l'idée qu'on va capter de la chaleur du soleil, de la lumière, et on va aller éclairer en profondeur tout ce grand séjour. Donc, on a cuisine, séjour, salon. Ici, on a le moonboard. Et là, on a la suite parentale avec au-dessus de mezzanine et les 3 chambres d'enfants, avec un pôle central ici pour tout ce qui est sanitaire, salle de bain. Et je reviens sur la diapo d'avant, on a le local technique qui est ici en position centrale, qui est à la fois pas loin de l'extérieur pour récupérer de l'air neuf et extraire l'air vicié, et puis à la fois en position centrale pour bien distribuer toute la ventilation. Donc ça, c'était le premier croquis du projet avec la grande fenêtre d'angle. On avait un petit balcon ici et notre grande fenêtre verticale sur les côtés. Là, on a le plan masse avec, ici, on voit les aménagements extérieurs. On avait un petit jardin ici. Les plans qui correspondent à ce qu'on avait défini à la fin de l'avant-projet, donc ce qui a été déposé au permis, avec, donc ici, on avait 2 grandes baies vitrées au lieu d'une seule grande baie d'angle, qu'on a traitées dans les mêmes proportions que celles qui sont sur les côtés. Là aussi, avec l'ABF, ça a été tout un débat parce que lui voulait des fenêtres petites, des fenêtres comme on a sur l'habitation ici, plus hautes que larges. Donc, on a argumenté en disant qu'on allait faire les mêmes proportions, mais dans des dimensions plus importantes, plus généreuses et qui correspondent au confort de vie d'une maison actuelle. Voilà un schéma, une 3D coupée qui nous montre l'escalier avec la mezzanine. Ici, c'est le moonboard, donc c'est un pan qu'on peut incliner plus ou moins suivant la difficulté qu'on souhaite. Et puis là, on a la cuisine avec une sorte de meuble sur mesure qui vient nous faire une séparation entre ces 2 espaces. Ça, c'est les façades avec nos grandes fenêtres verticales. Ici, on a un lambrequin qui nous cache un caisson avec des brise-soleil orientables. Donc, c'est comme ça qu'on gère le trop d'apport solaire l'été. Et puis, esthétiquement, on s'est inspiré de ces encadrements existants en pierre dorée, c'est la pierre locale qui s'appelle comme ça, en les faisant en béton, mais avec la même teinte. Donc ça, c'est l'autre façade où on a toujours la même proportion d'ouvrants. Et à l'arrière, donc là, côté nord-ouest, on avait des petits œils de bœuf, donc c'est ces 3 petits trucs en haut. Et en fait, on a agrandi pour les 3 chambres, et puis pareil en dessous pour la suite parentale. Donc voilà en perspective ce que ça donnait dans ce qu'on a remis au niveau du dossier de permis. Pour un apport un peu plus technique, au niveau de ce qu'on a mis comme isolation, au sol, on a mis 15 cm de polyuréthane projeté. Alors, ce n'est pas un matériau
qui me tient à cœur en particulier. Au contraire, si on peut l'éviter, mais comme disait Julien, les bons matériaux aux bons endroits. Et là, c'était très bien adapté parce que le polyuréthane a l'avantage d'avoir une très bonne performance thermique, une bonne valeur R. Donc, à épaisseur minimale, on a un R maximal. Et là, on était très contraint au niveau de ma coupe. En fait, si je voulais, on voulait pouvoir mettre une mezzanine, qu'elle passe sous les fermes. Donc, on avait besoin vraiment d'optimiser les hauteurs. Sur les murs, on avait de la place. On a mis de la ouate de cellulose avec de la laine de verre en plus au niveau du doublage technique. En toiture, on avait beaucoup de place aussi. Du moment qu'on passait sous la ferme, on a isolé donc sous rampant avec 50 cm de laine de verre. Donc là aussi, sur le matériau, on aurait pu opter pour des matériaux biosourcés, ça aurait été génial. Mais là, on a été limité aussi par le budget, c'est ce qui fait qu'on a fait ce choix. Et vous voyez qu'en toiture, on a un R qui est vraiment énorme. Ça compense un peu le R du sol qui est un petit peu plus bas et ça compense aussi le fait qu'on avait les ponts thermiques liés aux fermes. Et voilà. On a des châssis bois en triple vitrage, des brise-soleil orientables. Voilà. Donc ça, c'est des photos de l'intérieur avant les travaux. Et puis ça, c'est le début des travaux. Donc là, on voit qu'on commence à ouvrir nos grandes ouvertures verticales. Alors là, il faut un bon maçon. Voilà, il a créé son linteau, ses jambages et il déconstruit ensuite. La vue de l'extérieur. Donc là, tout de suite, on voyait que le volume intérieur prenait une autre dimension. Il devenait agréable à vivre, bien éclairé. Là, on a fait passer les réseaux au sol. Et ensuite, donc là, on a un plancher chauffant. Alors ça, c'est, on va dire, dans le cas d'une maison passive, ce n'était pas nécessaire. Hein. C'est comme les projets qu'on a vus précédemment, un radiateur aurait suffi. Mais là, c'était une demande particulière des clients qui tenaient à avoir un chauffage par le sol. Donc, même la difficulté, c'était de mettre un chauffage ultra basse température parce qu'en passif, le risque, c'est que si on chauffe le sol, avec l'inertie qu'il y a, on risque vite les surchauffes. Donc, voilà. Et donc, ce plancher chauffant est relié à une pompe à chaleur. Et ensuite, là, on voit l'isolation qu'on a mis à l'intérieur au niveau des murs. Donc, c'est là où on a utilisé une ossature bois secondaire pour faire des caissons, parce qu'on a rempli ces caissons ensuite avec de la ouate de cellulose, et les caissons permettent d'éviter qu'elles se tassent. Voilà. On a ensuite construit notre mezzanine sur des poteaux en bois et des poutres métalliques. Là, on a choisi le métal par souci de gain de hauteur, parce qu'en métal, on a des portées grandes avec une hauteur de poutre minimale. Ensuite, par-dessus l'isolant qu'on a mis dans les caissons bois, on a mis ce frein vapeur qui fait aussi l'étanchéité à l'air. Et ensuite, devant, on a ce que j'appelle le vide technique, c'est là où on fait passer toutes les gaines. On a bien sûr une ventilation double flux, comme le disait Franck, et comme le disait aussi Julien, dans nos régions, on a besoin de ça. On récupère les calories de l'air vicié en les faisant croiser. Ce n'est pas l'air directement qui se croise, mais c'est des tout petits tuyaux qui se croisent à l'intérieur de ça, ce qui fait qu'on récupère les calories de l'air sortant. Et donc, voilà le résultat du projet une fois fini. Voilà, avec nos grandes ouvertures, nos escaliers, le petit jardinet qui se retrouve en bas, qui donne accès à la salle des fêtes. Et à l'intérieur, donc, voilà ce que ça donne. Avec notre isolation sous rampant, ce qui fait que finalement, des fermes, on ne voit plus que l'entrée, mais on ne voit plus les parties du haut, les pannes, etc. Là, on a notre moonboard qui est incliné. Donc, on a ce grand volume dans le séjour cuisine qui est bien éclairé par les grandes baies verticales. Un petit détail sur la charpente. Et là, vu depuis la mezzanine. Là, on est sous la mezzanine, c'est le petit coin salon, un petit peu plus cosy. On a la suite parentale avec sa petite salle d'eau. Ça, c'est une des chambres à l'étage. Et puis, une salle de bain. Voilà. Et donc là, j'arrive au bilan énergétique. Même schéma que ce que présentait Franck. On a d'un côté les pertes, d'un côté les gains.
Et on voit qu'au niveau des gains, c'est à peu près un tiers de chaque répartis entre les gains solaires en jaune, les gains de chaleur interne en orange et les besoins de chaleur en rouge. Donc là, on est à 19,6. Et le label Enerfit, ici, nous demandait d'être en dessous de 20. Donc là, on est bien conforme. Donc ça, c'est les résultats du PHPP. Donc là, on a 19. En fait, entre 19 et 19,6, j'ai peut-être pas tout à fait les dernières versions, mais en tout cas, on était en dessous de 20. On a un résultat à l'infiltrométrie au N50 de 1. Donc là aussi, on est conforme par rapport au label Enerfit. Et un besoin en énergie primaire de 84. Et là, on ne devait pas dépasser les 120. Donc là, on est largement bon. Donc là, on a fêté l'obtention du label. Donc c'est le label Enerfit dont je vous parlais, avec ici les clients et puis Clément Daval de chez B&Co. On a fait aussi, donc ça c'est Clément qui a analysé les coûts du projet pour voir un peu quels sont les coûts liés au passif, quels sont les coûts globaux. Donc là, on a un total sur la prestation que B&Co a piloté à 205 000 €. Ensuite, si on rajoute les frais de l'acquisition, tout ce que les clients ont fait par eux-mêmes ensuite, et si on déduit les aides qu'ils ont pu obtenir de 17 000 €, donc ça nous donne, il faut que j'enlève ce truc qui me gêne, ça nous donne un coût total de l'opération, achat inclus, à 389 000 €. Et donc là-dessus, on a estimé que le surcoût lié au passif, enfin c'est Clément qui a fait cette estimation, on serait à 32 000 €, ce qui représente 12% du prix des travaux. On estime aussi que l'économie d'énergie sur 20 ans par rapport à quelque chose de conventionnel, on va dire, représente environ 12 000 €. Et on peut aussi parler de valorisation du bien, parce qu'un bien qui est passif est mieux estimé par les notaires, donc de l'ordre de 10 à 15%, ce qui représenterait 40 000 €. Donc ça fait un gain sur 20 ans de 20 000 €. Donc pertinence économique, on peut dire que oui. Et même pour aller plus loin, comme disait Franck, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire durable. Donc c'est que ça dure 50 ans, 100 ans, que sais-je, mais en tout cas que ça dure plus longtemps que 20 ans. Donc, c'est d'autant plus pertinent. Donc, en conclusion, je dirais que la recette pour une maison passive réussie, c'est ce qu'on a vécu sur ce projet. C'est d'abord la motivation. Et là, on avait des clients qui étaient très motivés, qui ont voulu tenir jusqu'au bout l'histoire d'aller vers du passif. Le deuxième point, c'est de se donner les moyens financiers, parce qu'on l'a vu, il y a un surcoût lié au passif. Et ensuite faire appel à un professionnel spécialisé. Donc c'est là où je vous disais le diplôme CEPH qui veut dire concepteur maison passive certifié. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc je serai là aussi pour les questions si vous en avez. Je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis présent sur Facebook, Instagram et sur YouTube où je mets une vidéo par semaine. Dans YouTube, vous cherchez Stéphane Mur Architecte et vous trouverez notamment une vidéo où je fais visiter sur place la maison dont je vous ai parlé. Voilà, j'ai terminé. Je rends la parole à Mathieu. Merci Stéphane, merci à tous. On a un petit moment. Alors, je ne sais pas si ça a été bien clair tout à l'heure sur les questions. Tu me confirmes, Léa, je n'ai pas de questions pour l'instant dans les discussions. Je ne sais pas si parmi tous les participants, on a des questions, que ce soit à Franck sur la présentation du passif, à Julien ou à Stéphane pour la présentation des projets. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace discussion. Ou alors c'est que tout a été parfaitement clair. Si pour ceux qui ne trouveraient pas ou n'arriveraient pas à mettre dans l'espace discussion, vous pouvez aussi éventuellement réactiver votre micro. Ah. J'ai une remarque, il faut dire que les présentations sont claires et bien portées. Donc, parfait.
très clair. Voilà, s'il y a pas de, si jamais vous n'arrivez pas à utiliser la discussion, n'hésitez pas éventuellement à réactiver votre micro, à la poser en direct. C'est possible aussi. Ah, une question quand même du bois massif est-il intéressant pour question très intéressante. Du bois massif est-il intéressant pour l'inertie en intérieur d'ITE? Donc, est-ce que du bois massif en intérieur, quand on a une ITE, ça amène de l'inertie? On peut peut-être poser la question à Franck. Oui, pourquoi pas. Franck ou autre, mais ça me semble... Non, alors le bois amène pas mal d'inertie, effectivement, mais c'est en même temps un semi-isolant quand même. Donc, en fait, il n'a pas le temps il peut stocker de la chaleur, mais il lui faut du temps pour la stocker en profondeur. Donc, on s'aperçoit que sur 2 cm, et le bois en apporte autant que le plâtre, qui est plus lourd pourtant, mais sur 20 cm ou 30 de bois massif, il va falloir beaucoup trop de temps pour charger 30 cm de bois massif en chaleur. Alors que ça marche bien mieux avec des matériaux comme la terre crue, des matériaux qui sont en même temps un peu conducteurs. Voilà. Donc, si on veut avoir, comment dire, pour l'inertie, il suffit non pas d'une quantité de stockage, mais il y a une vitesse de stockage. C'est tout cet équilibre qu'on appelle, qu'on peut résumer avec la diffusivité, et le bois n'est pas le meilleur. Voilà, donc le bois, pour moi, le bois, oui, est bon sur de faibles épaisseurs. Sur des grandes épaisseurs, ça ne sert à rien. Enfin, il n'apportera pas en inertie. C'est un peu la même chose quand vous mettez juste un gros mur, les gens veulent mettre un gros mur massif au milieu d'une maison. Un gros mur massif qui ferait 2 tonnes au milieu de la maison sera beaucoup moins performant pour donner de l'inertie que les 2 mêmes tonnes réparties partout à l'intérieur des murs. Voilà. Voici, c'est clair. J'ai essayé. La surface d'échange compte effectivement. Voilà, c'est la surface d'échange qui compte aussi. Et le côté isolant ou pas du matériau. Ça semble clair. Merci. En fait, le meilleur graphique, il n'y a pas mieux que celui qui est dans l'isolation thermique écologique de Samuel Courget. Et je ne sais plus à quelle page. Il refait tout ça très bien. Peut-être préciser, pour compléter effectivement sur cette question de construction bois et surtout construction bois performante, le confort d'été, c'est souvent une question qui revient avec les questions d'inertie. Peut-être qu'on peut, Franck, ajouter un complément là-dessus pour dire en 2 mots, parce que ça mériterait d'en parler pendant sûrement des heures. Et je crois qu'il y a un webinaire justement de la Maison Passive qui est dédié spécifiquement à ce sujet de confort d'été. Mais peut-être en 2 mots, dire comment est-ce qu'en construction bois, est-ce qu'au niveau de l'inertie, est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut faire de façon simple? Je ne sais pas si en 2 mots, tu peux ajouter un complément là-dessus, ça me semble intéressant. D'abord, l'inertie est quand même, comme l'a rappelé très très bien Julien Rivard sur des mesures, un concept difficile à manier. Et on pourrait penser dans nos logiciels que plus on met d'inertie, plus c'est bon. Enfin, plus le confort d'été va être bon, parce que plus on peut stocker d'énergie dans la journée et qu'on pourra ressortir cette énergie qu'on a stockée, on pourra la ressortir la nuit. Donc déjà, on la stocke par l'intérieur et pas par l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut une ITE ou de l'ossature bois, mais la masse doit être dedans. La masse doit être dedans. Mais on s'aperçoit que l'inertie, elle masque aussi la sensation des gens. Et donc, elle retarde la prise de décision. La bonne prise de décision qui serait de fermer les fenêtres et de fermer les volets. Donc, si on laisse chauffer un bâtiment qui a beaucoup d'inertie, eh ben, on va mettre beaucoup de temps à en reprendre le contrôle. C'est comme un paquebot, il met longtemps à démarrer, mais ensuite, si d'un coup vous allez trop vite pour s'arrêter, il va falloir très longtemps aussi. Donc, c'est des phénomènes assez complexes et souvent, on néglige le côté psychologique. Voilà.
on voit des gens qui laissent ouvert, quand on analyse les mesures, et Julien l'a fait, mettons avec les deux lotissements qui sont identiques à part l'inertie et la conception du mur. On s'aperçoit que les gens, souvent, quand il y a beaucoup d'inertie, se rendent compte trop tard et ils laissent les fenêtres et les volets ouverts. Et donc, finalement, on n'obtient pas un meilleur confort. Voilà. Donc, pour moi, une inertie moyenne, je dirais que le mur paille avec 4 cm d'enduitaire, ça suffit, c'est top. On n'a pas besoin de l'inertie super lourde. Moi, ma maison, elle est en inertie super légère. Alors, certes, je suis dans le Jura et pas au centre-ville, mais au moins, elle est aussi plus réactive et on n'en perd pas le contrôle. Voilà. C'est délicat, hein, ces questions. Et oui, tu as rappelé que, j'avais dit que le webinaire sur la maison passive et confort d'été est disponible en replay gratuit puisque c'était un webinaire ouvert à tout le monde. Ok, merci Franck. Une autre question pour Julien Riva. Comment a été gérée l'acoustique entre deux logements bois-paille? L'acoustique entre le logement en bois. Eh bien, mieux que dans les logements en béton. En phase 1, on avait fait un simple mur béton. Donc, on avait une désolidarisation au niveau de la dalle et de la charpente. Mais par contre, on avait un seul mur béton. Et c'était conforme, ça a passé les tests. Mais néanmoins, c'était dans certains cas, et notamment sur le bruit d'impact, on avait par exemple un enfant d'un côté qui jouait avec des billes et on pouvait l'entendre dans la maison d'à côté. Donc, dans la solution bois-paille, on a fait le même principe de désolidarisation de la dalle et du radier, bien sûr, pour les bruits solidiens. Et on a une double ossature bois, donc on a 2 ossatures bois isolées chacune, et les résultats sont bien meilleurs en fait dans cette double ossature bois désolidarisée que avec le mur en béton mitoyen de la phase 1. Ok, merci Julien pour cette réponse. J'ai encore une ou deux questions. Alors, question sur la RE 2020. La RE 2020 prévoit des analyses de cycle de vie pour appréhender les dépenses carbone. Est-ce que la RE 2020 fixe le référentiel technique des données de calcul pour ces analyses? Question un peu plus technique. Pensez-vous que ces ACV, analyses de cycle de vie, seront exploitées pour favoriser les projets vertueux et ralentir les constructions grises? Est-ce que la question était claire? Est-ce que Franck, tu veux essayer de répondre, ou Julien peut-être, ou Stéphane? En gros, est-ce que la RE 2020, je simplifie, est-ce que la RE 2020 va être efficace pour rendre les bâtiments plus vertueux d'un point de vue énergie grise et bilan carbone? Je sais pas si c'est... Ouais, moi je peux donner mon avis. Hein. C'est que mon avis, pour moi, ça va aller beaucoup trop lentement. Parce que d'abord, le référentiel technique avantage les grandes entreprises et aussi le béton. Et deuxièmement, les seuils vont augmenter que très, très progressivement. En fait, les premières années, ça sera plutôt pour emmagasiner des données. Donc avant, je crois que les derniers, les vrais, comment dire, les objectifs fixés au départ ne deviendront une obligation réglementaire que vers 2030. Donc certes, au 1er janvier 2022, on devra fournir les ACV des maisons individuelles. Les logements collectifs, je ne me souviens plus, mais il y aura des marges énormes, ce qui fait que tous les bâtiments vont passer. Donc, la RE 2020 n'améliorera pas grand-chose rapidement. Voilà. Néanmoins, c'est probablement quelque chose à faire, puisque comment dire, il faut d'abord qu'ils apprennent, et puis c'est donner une impulsion, mais elle va être lente. Voilà. Et puis, s'ils avaient mis des seuils trop ambitieux, il n'y aurait plus de construction. Mais bon, plus de construction, c'est peut-être
pas si mal si on, si on fait durable. Il faut peut-être plutôt rénover et construire moins. Voilà. Et en tous les cas, on aurait plus pu construire en béton. Mais attention, le bois n'est pas forcément très bien compté hein, dans les ACV. Parce que les ACV, on en fait depuis plus de 10 ans. Mais ça dépend tout du référentiel technique dont parle celui qui a posé la question, Philippe. Le référentiel technique est pour moi discutable sur certains points. Voilà. D'autant plus pour le passif qui nous intéresse aujourd'hui qu'ils ont mis aussi des seuils sur… oui, que si on consomme moins, même pendant 100 ans ou 50 ans, on ne peut pas le déduire de l'ACV total. Voilà. C'est-à-dire que le passif demanderait des fois un tout petit peu plus de matériaux, 5 ou 10%, et donc il risque d'être pénalisé dans le futur sur ce seuil ACV des données de construction, bien qu'étant au final plus vertueux, parce qu'il y aura des seuils aussi sur les matériaux de construction. En fait, et pas qu'un seuil sur matériaux de construction plus exploitation. Comme le dit Franck, il faudrait effectivement intégrer l'exploitation. Et puis sur Clémenceau, donc c'est Jean-Luc qui est le collègue de Franck qui s'était chez Liasol s'était occupé. On avait fait une ACV comparative phase 1 béton polystyrène, phase 2 bois paille. Et en fait, les différences en termes d'ACV n'étaient pas si marquées. Pourquoi? Parce que en fait, les FDES, les fiches départementales d'état sanitaire qui servent de référentiel, sont souvent très optimisées chez les industriels, qui font que on a on nous explique qu'on a du béton bas carbone. J'en ai un qui m'a expliqué qu'il avait du polystyrène écologique. Mais à l'inverse, les matériaux biosourcés sont parfois moins bien valorisés parce que moins optimisés, parce qu'il n'y a pas un lobby industriel derrière. Et donc finalement, les écarts au niveau des ACV sont assez décevants, juste parce que le référentiel des matériaux les plus vertueux ne sont pas forcément à jour. Merci pour ces réponses. Encore quelques questions. Une question technique. Quel serait le déphasage de 50 cm de laine de roche utilisée en isolation de toiture dans le cadre de rénovation? Donc la question, je pense, c'est quel déphasage, enfin, si on met 50 cm de laine de roche, à quel déphasage est-ce qu'on obtient? Alors, je suppose que ça dépend de la laine de roche, de sa densité notamment. Je ne sais pas si Franck, encore une fois, ou peut-être c'est plus une question technique pour Franck. À moins que Stephen… Ou Stéphane, peut-être. Alors moi, je veux bien répondre. C'est que j'ai plus bien les chiffres en tête, mais ce que je sais, c'est que le déphasage, ce qu'on recherche, c'est entre 10 et 12 heures de temps pour que les calories traversent la paroi. La laine de verre, nous, c'est pas de la laine de roche, c'est de la laine de verre qu'on a utilisée. C'est pas bon pour le déphasage de laine de verre. La laine de roche est un peu meilleure, mais malgré tout, c'est là où j'ai plus bien les chiffres en tête, mais je pense que en laine de verre, disons qu'on en a tellement mis que, à mon avis, on n'est quand même pas loin des 10 heures. Voilà. En laine de roche, du coup, on serait meilleur. Et par contre, après, pour être encore meilleur, il faudrait partir sur des choses comme de la laine de bois, de la laine de chanvre, etc. Je ne sais pas si Franck a des choses plus précises. Pour moi, le déphasage, je vais pas répondre comme tout le monde, le déphasage n'a pas d'importance en fait. Le déphasage, il va déphaser le flux qui vient du mur, par exemple, ici. Si sur un bâtiment passif où il fait 35 dehors et 25 dedans, on multiplie la surface par le U du mur et par le delta T, on aura peut-être 200 watts et peut-être 50 watts qui passeront par la toiture. Rappelez-vous que Stéphane a parlé d'un R de 12 ou 13 au plafond. Donc finalement, on a un flux qui est tellement faible que ça ne sert plus à rien de déphaser quand vos apports internes et vos apports par les vitres, eux, ne sont pas déphasés. Donc c'est jouer sur quelque chose qui, je ne vais pas dire qu'il n'a aucune importance, mais qu'il y en a très peu. En augmentant le déphasage, vous allez gagner 0,1 degré, alors qu'en jouant un peu sur vos vitres, vous gagnez 1 degré et sur vos
protection, vous pouvez gagner 2 ou 3 degrés, vous voyez. Donc, moi, je ne m'intéresse jamais au déphasage, je m'intéresse à l'inertie et au stockage de la chaleur excédentaire. Parce que dans la journée, ça résume un tout petit peu les flux en watts qui se passent dans une maison passive, s'il fait 35 dehors, 25 dedans. Donc, vous avez le soleil qu'on espère avoir filtré, sinon il n'y a plus de confort. Hein. Si vous laissez rentrer 2 ou 3 000 watts, c'est plus que les radiateurs dont vous avez besoin en hiver par moins 10. Donc là, vous êtes cuit au vrai sens du terme. Donc imaginons, il rentre très peu par la double flux, 50 watts. Il rentre peu par la toiture, il rentre peu par les murs. Vous avez vos apports internes et les gens, vous ne pouvez pas les enlever. Et finalement, les seuls moyens de dissiper, ça peut être un puits canadien et le sol. Donc, de toute façon, la journée, vous aurez accumulation de chaleur à l'intérieur. Et cette accumulation, vous attendez le soir de pouvoir la ressortir en espérant que vous n'êtes pas dans un îlot de chaleur au centre d'une ville et entouré par le béton et le goudron. Voilà. Donc, il faut pouvoir se stocker cet excédent. Et si on estime qu'on a 600 ou 700 watts par 10 heures d'excédent, il faut pouvoir stocker 7 kWh dans votre terre crue, dans votre bois, dans votre béton intérieur. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais donc pour moi, le déphasage est plus une mesure d'avant quand on isolait peu, enfin une mesure qui était adaptée aux maisons quand on isolait moins et pas du tout à des murs très isolés. Voilà. Peut-être rappeler, Franck, pour tout le monde, effectivement, parce qu'on n'a pas du tout fait, l'histoire du déphasage, c'est effectivement une notion qui sert en confort d'été, à avoir des isolants qui permettent de ralentir le flux de chaleur, donc avoir un flux de chaleur qui arrive plus tard, voilà. le décalé de 12 heures. Mais ce que tu expliques là, c'est qu'en fait, certes, ce déphasage, il est réel, mais l'impact qu'on va avoir sur le confort d'été dans le cadre de maisons bien isolées, cette notion de déphasage a un impact qui est très faible. Voilà, parce que là, effectivement, ça va être déphasé. Là, on change de phase. Le mur, on va bien le déphaser, mais les vitres, elles auront 0 déphasage. Là, vous avez 0 déphasage, 0 déphasage, 0 déphasage. Donc, finalement, vous avez déphasé 250 watts sur une quantité beaucoup plus grande. Donc, vous avez joué sur assez peu. Voilà. Donc, ça a peu, pour moi, d'intérêt. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. Ça me semblait clair, merci. Peut-être si on a le temps, il reste encore une ou deux questions. À nouveau sur la RE 2020, une question, quelqu'un qui demande s'il vaut mieux favoriser les labels plutôt que la RE 2020. Alors, je ne sais pas de quel label on parle, si on parle puisque la RE 2020 va à la fois traiter les questions de thermique, d'énergétique et de construction d'énergie grise. Je peux répondre là-dessus, enfin, en tout cas, voilà, peut-être préciser la question. La question de favoriser plutôt le label que l'Aéro 2020, si on parle de thermique, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est plus intéressant de favoriser le passif que l'Aéro 2020 qui présente peu d'amélioration par rapport à l'ART 2012 sur le point de vue thermique. Vous me dites si je dis une bêtise. Et sur le côté, on va dire, énergie grise, bilan carbone, il y a des labels qui existent aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr. Il y a le label bas carbone, le label bâtiment biosourcé. Je ne suis pas sûr qu'il soit une vraie amélioration par rapport à ce que va proposer l'Aéro 2020. Alors, ils sont mieux tout de suite parce que l'Aéro 2020 va être peu contraignante sur les premières années. Mais à terme, l'Aéro 2020 devrait quand même permettre d'améliorer cette question de bilan carbone. Je me suis permis de faire la réponse. Si vous voulez compléter, Stéphane, Julien ou Franck. À mon avis, ce qu'il faut favoriser, c'est le bon sens. C'est un peu ce que disait… Très bonne remarque. Non, mais c'est un peu ce que disait Franck tout à l'heure, où la réglementation thermique, c'est un garde-fou. Quand vous voyez une plaquette de promotion immobilière et que vous voyez conforme RT 2012, c'est un petit peu comme si un chauffeur de véhicule, enfin de poids lourd sur l'autoroute avait mon chauffeur conduit avec moins de, je ne sais pas quel est le taux d'alcool, mais moins de 0,5 g dans le sang. Enfin, c'est juste respecter un garde-fou qui, Franck l'a montré tout à l'heure, n'est pas forcément bioclimatique et de bon sens.
Je pense que là, se poser les bonnes questions, c'est avoir effectivement cette approche physique sur la thermique qui est pleine de, enfin, déjà qui est logique. Et après, sur les matériaux décarbonés, je pense que c'est beaucoup de bon sens. La paille, elle a du sens dans notre département où on est plutôt excédentaire. Elle en aurait moins dans des départements qui sont déficitaires. Après, il y a d'autres pailles, comme la paille de riz et la paille de lavande, mais qui n'ont pour le moment pas d'avis technique, mais qui devraient en avoir prochainement. Et donc, en fait, quand on dit le bon matériau au bon endroit, c'est ce que disait Stéphane, c'est pas toujours, c'est au bon endroit dans la construction, mais c'est au bon endroit aussi géographiquement. On ne va pas construire pareil. Il faut tenir compte et du climat et des ressources locales. Donc, je crois que le bon sens, c'est vraiment ce qui doit dicter la construction. Moi, souvent, j'ai une formule, je dis qu'il faut faire du BTP, pas le BTP du passé, mais bois, terre, paille. Et parce que finalement, moins vos matériaux sont transformés, plus vous pourrez les déconstruire et les réutiliser. Donc, du bois, on peut le réutiliser. De la paille, on pourra la réutiliser. On coupe les ficelles et on la composte. La terre, on pourra la réutiliser si elle est crue. Si la terre est cuite, c'est cuit. On ne peut pas la décuire. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé. Donc, plus vous restez avec des matériaux non transformés, donc c'est quand même curieux que des agglomérés de béton ou de polystyrène mélangés, on puisse trouver ça très écologique. Restons sur des matériaux bruts et on saura les modifier, les réemployer et non pas les recycler. D'ailleurs, il y a des choses qu'on ne sait toujours pas recycler. Donc, effectivement, j'en reviens aux remarques de Julien. Réfléchissons et faisons simple, faisons moins grand, faisons sobre, frugal en premier. Et puis surtout, il faut réfléchir. Et donc, même votre thermicien, ne faites pas confiance aveugle à votre thermicien. Il n'y a pas que la thermique dans la vie, il y a aussi les comportements et pourquoi on fait ça. Enfin, voilà, et je suppose que tous les gens qui assistent au webinaire, c'est bien pour se former et comprendre par eux-mêmes. Donc, continuez. Voilà. Et oui, pour répondre sur ce qu'a dit Emmanuel de Rhein dans les commentaires, il y a des règles pro sur la paille. Donc, c'est tout à fait possible de faire de la paille sur plusieurs étages. L'humidité, elle est contrôlée sur site. C'est très bien encadré. Et il n'y a aucun doute sur la paille. Il vaut mieux être dans la paille que sur la paille. Voilà. Et puis, comme disait Julien, si on a peur du loup, ben oui, on construit en briques. Et si on a peur du froid, ben on construit en paille. Voilà. Ça sera là. Enfin, vous avez compris, je suis plutôt favorable au bois et à la paille. Merci Franck pour ces derniers mots. Je pense qu'on a répondu à tout. Il y avait une question effectivement sur la paille. Est-ce que les pailles ont des normes, les fabricants des séchoirs? Je pense que ça a été répondu en partie, donc ce que tu viens de dire Franck, et par les commentaires. Effectivement, l'isolation en paille est décrite par les règles professionnelles et qui oblige notamment un contrôle de l'humidité. Donc voilà, je pense qu'on peut répondre de cette façon-là. Mais normalement, il n'y a pas besoin de la faire sécher plus. Elle est naturellement, quand votre paille est sèche, elle est aux alentours de 15%. Peut-être qu'Emmanuel pourra en dire plus, mais moi, quand j'ai mesuré, j'ai toujours trouvé des valeurs sur des pailles normales de l'ordre de 15% naturellement, sans rien faire. Parce que s'il faut la sécher avec des sèche-cheveux électriques, Alors le bois, on sèche quand même, pas tout le temps, mais de façon artificielle. On pourrait imaginer la même chose pour la paille, mais a priori, la paille n'a pas besoin d'être, est sèche avant d'être mise en botte, je pense, il n'y a pas besoin d'être séchée. Je pense qu'on a fait le tour des questions et on arrive aussi à peu près à l'horaire, donc on était pas mal sur le timing. Merci à tous les trois, à Julien, Stéphane et Franck pour ces interventions. Et merci à tous les participants. J'espère que vous aurez appris des choses, que ça a répondu à vos questions sur le passif et le bois. On peut faire du passif en neuf, en rénovation. Et évidemment, le bois, ça semble être le bois et la paille et la terre, comme dit Franck, ça semble être les meilleurs matériaux pour faire du passif et faire des bâtiments vertueux.
Voilà, merci à tous. On va essayer, si l'enregistrement s'est bien passé, on devrait pouvoir mettre le replay en ligne. On vous enverra le lien dès que ça sera fait. Voilà. Et puis, donc j'espère encore une fois que c'était intéressant pour tout le monde. Merci à tous.